RC One vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de RC One, l'émission du modélisme radiocommandé. Nous avons essayé ce mois un petit planeur de Zax lancé main, le Whip-It de chez E-Flight, une machine volante très facile et surtout très ludique. L'an dernier, la Fédération Française d'Aéromodélisme lançait avec succès l'Open Multirotor. L'opération est reconduite cette année et nous nous sommes rendus au complexe des Marmousets en région parisienne pour découvrir les nouvelles tendances. Mais pour débuter, voici tout de suite un reportage spécial short course avec le Buzz SC Challenge, une course sur bitume plutôt originale. Si le modélisme radiocommandé imite souvent le monde du grandeur, Traxxas, le géant américain, a réussi à renverser la tendance. Le Stadium Super Truck est une course spectaculaire de short course sur bitume, inspirée par nos petites voitures. En organisant le Buzz SC Challenge, nous avons eu envie de boucler la boucle en ramenant le format au modèle réduit. C'est à Montbrison dans la Loire, sur le circuit de l'AMCM, que nous avons réuni 16 pilotes prêts à en découdre, sans savoir où ils allaient mettre les roues de leur short course. Chacun y est allé de ses petits réglages, châssis rabaissé, barre anti-roulis, ressort plus dur et pneus slick. Réservé aux short courses de roues motrices, le plateau était principalement composé de 22 SCT de chez TLR, mais des machines plus axées loisirs étaient aussi présentes, comme le Slash de chez Traxxas. Ça fait 3 ans que je fais de la mini Z, et sinon ça fait 1 mois que je me suis mis sur le short course. Il faut déjà assouplir la suspension et rabaisser le châssis. Mais sur le Traxxas, on peut pas trop. Alors j'ai modifié le système d'amortisseur pour justement pour les régler. Allez, feu. Les qualifs du matin ont permis de tester les réglages et d'améliorer les performances sur cette surface inhabituelle. L'après-midi, nous avons assisté à de belles finales avec de belles bourres, des tonneaux et des touchettes qui ont séduit le public. Oh, c'était moche. C'était moche. C'est pas grave, j'ai fait l'intérieur. C'était moche. Je t'attends quand même, c'est pas grave. Alors le short course sur bitume c'est très marrant parce que ça glisse beaucoup. Voilà, il faut vraiment gérer, c'est un pilotage assez fin. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les tirages au bout entre collègues où on peut vraiment jouer portière contre portière comme à l'échelle 1. Donc il y a vraiment une vraie sensation de course mais relativement ludique. C'est vraiment super sympa et très réaliste avec dans les courbes les short courses qui s'enfoncent véritablement. Un grip de folie, donc essayez. Le short course sur bitume demande beaucoup de finesse dans le pilotage. Il faut piloter sur des œufs pour emmener le mieux possible les petits camions. Stéphane Petit, qui était le favori de l'épreuve, nous parle des réglages réalisés sur sa voiture pour cette première course sur bitume. Alors pour commencer, on a déjà utilisé des pneus un petit peu plus adaptés à la piste et pas au tout-terrain. J'ai rajouté des barres anti-roulis les plus dures à l'avant et à l'arrière.
on a durci l'hydraulique en mettant du 800. Après, la seule petite modification personnelle, c'est l'ajout de 50 grammes à l'arrière. Alors mon sentiment, c'est qu'on est parti sur une très très bonne base pour un terrain très accrocheur. Je pense qu'il va falloir retravailler un petit peu la géométrie du train avant pour le rendre un petit peu moins mordant. Je dirais que question puissance, avec une journée de course, on s'aperçoit qu'il faudra en rajouter un petit peu plus. Sur les pneumatiques, je pense qu'on a des pneus identiques à l'avant et à l'arrière et il va falloir des pneus un petit peu moins accrocheurs à l'avant. Les pilotes ont passé une excellente journée et tous n'avaient qu'une seule envie, recommencer. Alors à mon avis, c'était super fun. Je pense que les gens ont apprécié les sauts, les bagarres. C'est très très vivant et comme il n'y a pas une grosse différence de vitesse entre les pilotes, c'est des courses très très agréables et très faciles à suivre. Il y a une bonne ambiance entre les pilotes, le petit jump qu'on a eu dans le petit bout droit. Donc le short court, comme la Formule 1, comme les catégories qui plaisent, parce que c'est très réaliste. Et c'est vrai que c'est une bonne catégorie, ouais. À mon avis, c'est une bonne catégorie de découverte. Le châssis le plus représenté lors de cette course était le 22 SCT 2.0 de chez TLR, la dernière évolution du châssis compétition du fabricant américain. Équipé de roulement et monté sur pivot, la direction est plus précise et donc plus efficace à basse et à haute vitesse. Les nouveaux porte-fusées permettent aussi d'améliorer la directivité du truck. La nouvelle géométrie permet de coller le train arrière à la piste lors des accélérations. Les triangles de suspension arrière sont plus larges et les amortisseurs sont plus efficaces et plus étanches. Avec une batterie de type Shorty, le contrôleur peut être placé directement sur le châssis afin de baisser le centre de gravité. Pour augmenter l'adhérence sur les pistes glissantes, il est possible de reculer au maximum la queue et de placer le contrôleur sur un support au-dessus de la batterie. Le nouveau kit du 22 SCT inclut de boîte quelques options indispensables, comme par exemple les axes renforcés ou les hexagones de roues arrière en alu. Pour compléter le kit, il faudra vous procurer un ensemble de motorisation, des pneus, un cerveau de direction et un accu. Le prix de revient de cette machine de compétition entièrement équipée est d'environ 600 €. Le kit de conversion MID pour passer le moteur devant l'essieu arrière était inclus dans la première version du 22 SCT. Il ne l'est plus, mais le kit reste disponible en option. Enfin, plus courte, la nouvelle carrosserie en Lexon de 1,2 mm d'épaisseur, plus résistante. Elle a été dessinée pour améliorer la tenue de route et les coupes sont possibles pour améliorer l'écoulement de l'air sur les grands sauts. Le short course peine à décoller en Europe, mais nous lui promettons un bel avenir, quoi qu'en disent les distributeurs. Sa polyvalence lui permet de rouler efficacement sur circuit terre ou bitume et sur tous les terrains de bâche. Un short course de roue motrice est simple de conception et le budget pour courir est raisonnable. Le côté réaliste des carrosseries contribue aussi au charme de la discipline. Vous connaissez le lancer-main ? Eh bien voici un produit qui pourra bien vous permettre de goûter à cette discipline très ludique et sportive. Comme le nom l'indique, le but est de lancer à la main son planeur et de chercher des ascendances pour rester le plus longtemps en l'air. La discipline officielle, le F3K, concerne des machines conçues avec des matériaux nobles et donc coûteux. Dreamflight, un artisan américain, avait commencé à démocratiser la discipline l'an dernier avec le Libelle, un lancer-main 3 axes en mousse. E-Flight lance à son tour une machine facile et économique, le Whip-It, un microplaneur lancer-main 2 axes, profondeur et direction, livré monté. Pour voler, il suffit de visser l'aile sur le fuselage et de charger le tout petit accu 1S de 150 mAh de la réception.
Par précaution, nous vous conseillons de scotcher le capot de l'accu de réception pour éviter qu'il ne se décroche en vol. Le lancer se fait directement par l'aile, il est facile et le planeur prend très vite de l'altitude. Le planeur est extrêmement léger et il faut vraiment pratiquer dans des conditions idéales de vol, c'est-à-dire avec un souffle léger pour monter, mais pas trop pour ne pas reculer. Le pilotage de ce planeur familial est très facile et à la portée de tous. Si vous volez dans un pré, les risques de casse sont minimes et la gyrostabilisation UMX, chère au groupe Horizon Hobby, permet d'avoir un vol propre et facile. Avec de telles caractéristiques et un tel prix, le Whippet est un must-have pour tous les modélistes qui possèdent déjà un émetteur Spektrum. Le planeur Whippet de chez eFlight en lancer main est très sympa à piloter et on peut vraiment s'amuser dans un pré sans aucun problème, sans l'aide de personne. À lancer, il plane assez bien, il mérite peut-être une petite brise de vent pour tenir un peu parce que c'est pas un gratteur, vu l'envergure qu'il a, donc forcément ça plane pas des masses, mais avec une petite brise, je pense qu'on peut voler pas mal. Ce qui est sympa aussi, c'est d'arriver à le récupérer à la main. Quand on vient se poser, on fait une approche, on le récupère à la main, on le relance aussitôt. Donc on peut passer toute une après-midi sans user quasiment d'accu, puisque comme c'est un lancer main, et puis il n'y a que 2 axes avec un petit accu, ça nous tient une autonomie qui est assez confortable. Pour moins de 80 €, on a quand même un planeur qui est prêt à voler. Il suffit d'avoir une radio Spektrum pour pouvoir le binder avec le récepteur et on vole, on met l'accu qui est vendu avec, on vole dans les 2 minutes qui suivent l'achat sans aucun problème. Il n'y a rien à faire à part un petit réglage de trim. Pour ce nouveau numéro, RC One vous emmène en région parisienne, au centre départemental de modélisme des Marmousets, pour la seconde édition de l'Open Multirotor FFAM. L'occasion pour tous les passionnés de cette pratique encore émergente de s'affronter dans différents exercices de pilotage et d'agilité, avec comme épreuve majeure le vol en FPV, en anglais First Person View, comprenez vol en vue subjective ou en immersion. C'est une autre sensation. Alors, quand on débute ce truc-là, il faut vraiment le faire assis parce que sinon on tombe. Tous les sens sont perturbés. Il faut y aller doucement au début. Hein. C'est vraiment un jeu vidéo en grandeur nature. Moi je me suis arrêté la première fois, demandé de faire venir les gars qui faisaient de l'hélico depuis je sais pas combien de temps. Hein. Ça c'est pas du jeu. 30 ans de vrai. J'ai commencé la radiocommande il y a 35 ans environ, donc ça remonte à un moment. J'ai fait des années de compétition avion, et donc 10 ans d'équipe de France. Ensuite je suis passé à l'hélicoptère radiocommandé. Là j'ai fait 12 ans d'équipe de France et le mieux que j'ai fait c'est vice-champion d'Europe. Multirotor, moi ça fait 6 mois à peine. Avec les gars du club, on regardait les vidéos sur YouTube et on a vu ce truc-là avec des gars qui faisaient des vidéos hallucinantes dans des endroits totalement improbables. On a dit on veut absolument faire ça, avec quand même le rêve de se retrouver en immersion, c'est-à-dire que de pouvoir voler au ras du sol et en voyant dans les lunettes ce que voit le multicoptère. Le passif de pilote, oui, ça sert. Oui, ça, indéniablement, on a un feeling de la radiocommande, une maîtrise qui fait que ça sert vraiment dans toutes les phases du pilotage.
C'est comme toute discipline, il y a une question de don, il y a une question de pratique, d'entraînement, faut en bouffer. Le vol en FPV, une discipline spectaculaire, mais qui exige un niveau de pilotage suffisant pour maîtriser sa machine à pleine vitesse sur le circuit. Virage en épingle autour des balises, franchissement des portes en rase-motte, le tout en immersion totale avec des lunettes. Pas toujours facile quand on débute. Ah ouais, très difficile. Ah ouais, 2 crashs, j'ai réussi à faire que 2 tours, bon, je sais pas ce que ça va donner. Et puis dès qu'on essaye de piloter un peu sous stress, un peu plus vite que ses capacités, bah, ça devient tout de suite plus dur. Il y a 2 ans, je me suis mis au petit hélico RC, tout petit là, jusqu'à aller au pas collectif, les plus petits modèles. Et puis maintenant, voilà, depuis décembre, je suis au FPV. Après, le pilotage m'a toujours intéressé. Avant, je pilotais sur simulateur de vol, voilà. Donc la transition vers le FPV, à la limite, même c'est plus facile que parce qu'en fait, on a la vision du pilote. Donc à partir du moment où on sait piloter un modèle, on peut piloter en FPV. Il faut juste appréhender le rendu dans la lunette. Parce que ce qui gêne, c'est que la définition est très basse encore. Pas mal de parasites et puis aussi des problèmes de luminosité. Si on prend le soleil à un moment, enfin le ciel, donc très clair, on repasse dans le sol et là on voit plus rien ça met 2-3 secondes à regagner en exposition. Donc ça c'est un peu embêtant. Là je crois qu'il va falloir que j'y aille parce que ça attend de la poule. Allez, bon, on aussi. Merci. Le multirotor est une pratique en pleine effervescence qui évolue au rythme effréné des innovations techniques, mais qui se heurte parfois à des réglementations et des limitations plus vraiment au goût du jour. C'est une catégorie où il faut vraiment se tenir informé et puis aller à la pêche aux infos si on veut être à la page, sinon on est vite largué. Au niveau technologique, là en ce moment, c'est terrible. Là en ce moment, on est en train de vivre une période charnière qui est absolument passionnante. C'est une pratique sur laquelle on a très peu de recul parce qu'on le voit bien, c'est en train d'émerger. Il y a des problèmes techniques, des problèmes réglementaires. Alors aujourd'hui, il y a deux points réglementaires qui posent souci pour le développement réel de la discipline. Le premier est la partie vol en immersion, FPV, qui est soumise dans les textes d'aujourd'hui, qui est soumise à l'utilisation d'une double commande. Dans le cadre des Open, de ces manifestations qu'on organise, nous avons obtenu une dérogation de l'aviation civile pour pouvoir se passer de la double commande et remplacer ça par des pilotes observateurs. Et l'autre point réglementaire qui est problématique, et on l'a vu aujourd'hui dans l'organisation de l'épreuve, c'est la partie retransmission vidéo, puisque les pilotes ne voyant plus leur modèle doivent avoir une bonne qualité vidéo, et on se rend compte qu'aujourd'hui la législation limite les puissances vidéo sur un certain nombre de fréquences, et donc il faut qu'on travaille avec les autorités gérant la partie fréquence, donc l'ARCEP en l'occurrence, pour essayer de faire évoluer les choses pour que cette discipline puisse se développer. Autre discipline représentée dans cet Open multirotor, la voltige. On retrouve Julien pour une démonstration et pour en savoir un peu plus sur ces machines. Moi, à la base, je fais de l'hélicoptère 3D et je me suis mis au drone depuis le mois de janvier. J'ai fait du drone 3D et du drone en FPV comme ça. Donc la structure, c'est une croix. C'est une croix, on peut la faire en carbone, en bois, en treillis en fer. Ça, c'est très simple. Là, le problème, c'est le poids en fait. En fait, plus le quad il est léger et plus il sera agile en fait. Celui-là, c'est le plus léger sur le marché en fait, parce qu'il a des tubes tout ultra fins en fait. Si je prends ça, je peux le tordre très facilement quoi. Avec 2 doigts, je le tords. Je vais pas le tordre parce que
Alors les moteurs, c'est des moteurs conventionnels et il n'y a rien de spécifique. La spécificité, c'est les hélices. Les hélices, normalement, elles sont faites que pour tourner dans un seul sens. Là, le profil de l'hélice, c'est exactement le même dans un sens ou dans l'autre. Donc elle peut tourner dans les deux sens. Ça, c'était le premier problème. La spécificité, après, elle se fait au niveau du variateur, qui est là. C'est la pièce qui distribue le moteur au courant. Le fait qu'il y ait un gros condensateur sur le variateur fait, quand le moteur tourne à fond dans ce sens-là, il va envoyer toute la puissance pour le faire tourner immédiatement dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'était organisé par la Fédération française d'aéromodélisme en partenariat avec le comité régional d'aéromodélisme et on n'a pas perdu de vue en fait l'aspect initiation. C'est très bien, le côté compétition, c'est l'esprit aussi compétiteur, mais le côté initiation est très important. C'est très intéressant en fait d'avoir des épreuves qui, on pourrait dire, sont un peu plus ludiques et qui permettent à des gens des novices dans les catégories de venir essayer, de se prêter un peu au jeu de la compétition, d'être classé, mais sur des épreuves qui sont plus faciles et plus grand public. Donc ça va être la course d'obstacles, passer dans des portes, voir si on maîtrise réellement son engin. L'entonnoir, vraiment guidé par un plomb, pas toucher des limites. Le crevé de ballon. Regardez si on maîtrise la stabilité, pas crever les autres ballons, crever le bon. Là, t'en as deux de plantés là. Ouais, il veut pas y aller. Hein. Ou alors fais marche arrière pour voir. Il veut pas y aller. Oh, allez. Alors je vais faire une épreuve du planté de poireaux. Le but de l'Open Multirotor, c'est de l'ouvrir à tout le monde. Que tout le monde puisse se rassembler autour d'une journée, faire un grand rassemblement autour des multirotors, où tout le monde peut venir s'essayer à les disciplines et pouvoir en repartir avec des conseils et pouvoir échanger. Pari réussi pour les organisateurs, l'Open Multirotor FFAM attire de plus en plus de pilotes et le nombre d'épreuves à travers la France ne cesse d'augmenter. Je lui remets un kit Predator avec transmetteur et caméra offert par Studio Sport. Voilà. Si vous souhaitez participer à cet Open, retrouvez toutes les dates sur le site officiel de la Fédération française d'aéromodélisme. Cet épisode de RC One est terminé. Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 21 juin à Limoges pour la première édition de la TLR Cup. Le prochain numéro, c'est dans un mois et vous pouvez suivre dès à présent toute notre actualité sur notre page Facebook officielle. RC One vous a été présenté par la Fédération française d'aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission.